On y va, c'est parti, les slides. Roulement de tambour, voilà. Allez, c'est parti. Donc, merci à vous tous d'être venus pour parler pendant près de 45 minutes de cube, de réseau, de YAML. Hein, on se l'assume, il va y avoir beaucoup de YAML. Et de tout ce qui fait que le réseau et cette API va vous permettre d'améliorer votre mise en prod généralement et faciliter votre vie. Alors, Cube est un système qui maintenant a plus de 12 ans. Donc ceux qui disent que c'est juste une hype qui va passer, ils se trompent, clairement. Kubernetes est devenu le Linux du déploiement. Linux est la plateforme, l'OS. Kubernetes est l'OS du déploiement en production aujourd'hui, quasiment un standard. Ça vient du monde de Borg et de Google, donc c'est leur implémentation interne. Et ils se sont dit, on va le refaire, mais on va pas le refaire à l'identique, parce que Borg est beaucoup trop compliqué. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les parties intelligentes et ils les ont mis dans Kubernetes. Mais une boîte de Lego. C'est quelque chose que vous pouvez construire, améliorer, changer à votre bon vouloir. Et donc s'il y a des trous dans la raquette qui permettent de remplir des besoins dont vous avez besoin, et bien techniquement, vous allez pouvoir le faire vous-même. Pour me présenter, je suis Kevin, Google développeur expert sur la partie cloud et Kotlin. J'écris du code que je déploie, fan d'automatisation dans GitLab, contributeur open source. Je suis disponible sur pas mal de réseaux sociaux, Mastodon mon préféré, Blue Sky est le troisième qu'on évite de citer maintenant. Et je travaille chez Gradle. Gradle, c'est un build tool, très généralement connu pour savoir builder à peu près la terre entière. Mais moi, je travaillais sur une philosophie chez Gradle qui est plus l'idée de rendre les développeurs heureux. Donc ça, c'est super quand on y bosse, mais c'est aussi super quand on utilise les outils qu'on produit. Parce que nous, on investit énormément, c'est notre leitmotiv, d'investir dans ce qu'on appelle la Data Productivity Engineering, ce qui est le gros mot derrière votre développeur expérience. Qu'est-ce qui fait que sur un projet, ça va être agréable de travailler versus les projets casseroles qui sont chiants à maintenir. Et en fait, on a développé un outil sur lequel je travaille qui s'appelle Develocity. Cet outil, il a vocation à vous fournir un max d'informations pour tout ce qui est lié à votre développeur expérience. Donc, savoir ce qui va bien, ce qui va vite, ce qui fail, pourquoi ça fail, ne pas rebuilder deux fois la même chose, exécuter que les tests que vous avez besoin de builder. C'est compatible Maven, Gradle, Bazel, SBT, Python, NPM et d'autres à venir. Donc vraiment, c'est fait pour tout le monde et la vocation, c'est vraiment de vous donner des métriques pour vous améliorer votre développeur expérience. Et cet outil, on l'a fait Kubernetes Only. Et il repose sur les couche réseau de Kubernetes, Kubernetes a réinventé beaucoup de choses, mais techniquement, ils n'ont pas réinventé le réseau. Le réseau de Kube, c'est le même réseau que vous avez avec votre box internet à la maison et qu'on utilise à travers le monde. Pourquoi ça? Parce que le réseau, c'est compliqué. Et que ce qu'on a déjà en place marche très bien. Je peux aujourd'hui faire une présentation aujourd'hui, j'utilise Google Slide, juste parce qu'il y a du réseau qui marche avec des serveurs qui vont se trouver aux quatre coins du monde sans aucun problème. Donc, vous l'avez vu et vous le voyez très souvent, c'est Stack OSI, donc c'est les différentes couches d'interpolation pour faire du réseau entre votre appli et le cuivre. Donc on a généralement la partie infrastructure qui va vraiment être la fibre Internet qui va traverser l'Atlantique par exemple, les couches très très basses. La partie opération, donc c'est pas les ops, hein, c'est la partie interconnexion des data centers, protocoles, BGP, bas niveau et compagnie pour faire du routage. Et la partie applicative, qui est celle que généralement en tant que développeur on met à disposition, que ce soit du HTTP, du gRPC ou autre, quelque chose d'assez haut niveau et qui est généralement spécifique à notre app. Mais avant Kubernetes, comment tout ça, ça fonctionnait? J'ai fait dans le début de ma carrière, à 2010, je crois, pas mal de réseaux et de sécurité. Et on voyait des solutions qui étaient hétérogènes, vraiment très bizarres, très originales, très jolies pour certaines, très pratiques pour d'autres. Mais en fait, elles n'avaient qu'un seul problème. Ces solutions réseau, d'appliance et compagnie, elles tournaient en rond. Parce que leur seul but, et les boîtes qui étaient derrière, c'était de vendre une licence, et la personne à qui ils la vendaient n'était pas la personne responsable de la prod, c'était la personne responsable du réseau, et responsable généralement de la sécurité, le RSSI, qui est un rôle très important, je viens de la sécurité, mais merci pour le son d'ailleurs. Ce problème-là, c'est que cette personne-là n'est pas incentivée sur le fait qu'on délivre en prod, elle est incentivée sur le fait qu'il y ait moins de problèmes en prod. Donc on se retrouvait à avoir des personnes qui bloquaient des mises en prod parce que tu comprends peut-être que cette
cette application va être problématique. Et les applis ciblant le responsable sécurité, eh ben, elle tentait de lui faire plaisir et pas de faire plaisir à l'organisation entière. Parce que techniquement, ce n'est pas un RSSI qui rapporte de l'argent à votre compagnie, il n'en fait pas perdre, mais techniquement, il ne rapporte pas d'argent. S'il bloque tout, qu'on livre rien en prod, on n'a pas de problème, mais on n'a pas d'argent. Donc ça, vraiment, ça a toujours été un gros frein, parce que les mentalités avant Cube et avant le cloud comme cela, c'était on va ouvrir un ticket pour ouvrir un port sur le réseau. Ouais, mais quand on vous explique que dans Cube, ça scale à la demande. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'il va falloir qu'on embauche plus de personnes pour ouvrir des ports dans notre firewall. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vraiment, il y a un changement de mentalité extrêmement important. Et donc, Cube est arrivé. Et quand Cube est arrivé, ben, comment vous dire que il y a eu un gap. Il y a eu un gap parce que, comme je vous l'ai dit, Cube, c'est sur étagère, mais des fois, il manque des trucs. Et il manquait de l'exposition réseau. Donc, au début, le fait d'exposer l'externe et l'interne, bah, ça a été fait à bout de briques et de broc pour exposer des choses. On a commencé avec des services de type NodePort. Donc le service, par défaut, c'est un truc interne qui permet, c'est l'autre nom d'un DNS, qui permet d'exposer des choses dans Cube. Bah, ce truc-là, c'est devenu un type NodePort. Donc on a juste changé le type. On a mis un port pour la NodePort. Et ce que ça a fait, c'est que ce service, en plus de router vers des pods en interne, il va ouvrir des ports sur des nodes qui sont des détails d'implémentation de Kubernetes au passage. Et vous, en termes d'opérateur, vous allez mettre à disposition un load balancer et vous allez faire son routage pour aller pointer sur les bons pods et les bons ports. Donc d'ailleurs, ce load balancer n'a pas connaissance du fait que une node et le pod qui va bien, donc ça a entraîné des latences réseau avec des hops supplémentaires pour que le routing se fasse. Mais ça marchait. Ok, on avait potentiellement amélioré les choses, on s'est exposé à l'extérieur. Mais Cube, son idée généralement, c'est de rendre automatique le plus de choses possible. Donc on s'est dit, bah, type NodePort, pourquoi on ne va pas faire un type load balancer? Et la seule chose que ça a changé, en plus du mot qui est là, load balancer sur le type, eh ben, c'est que toute la partie haute que je vous ai décrite et qui était manuelle avant va être fait automatiquement par votre provider d'infrastructure, peu importe lequel c'est, ou de distribution Kubernetes, OpenStack, OpenShift, Rancher ou quoi que ce soit. Ils vont déclarer un load balancer pour vous et faire ce routing automatiquement. Est-ce que vous croyez qu'on peut configurer toutes les subtilités du réseau juste avec un mot-clé, load balancer, les timeouts, les CDN, les différents protocoles, les certificats? Non, ça ne marche pas. Donc ça, ce n'était pas une bonne solution. Et donc, on en est arrivé à se dire, OK, au lieu de bricoler sur les services, on va créer un objet spécifique. Et cet objet spécifique, c'est l'ingress. Alors, il est venu d'un besoin très très tôt dans Kubernetes, dans les moins de 5 premières années. Et on voit que cet ingress, il a un pattern où c'est un objet spécifique déjà. Alors, on en reparlera du nom ingress. Et en plus, il pointe vers un service. On le voit ici, backend, service, on le dit clairement dans l'API, et on donne le nom et le port. OK. Donc déjà, ça enlève une chose. Ça enlève le détail d'implémentation d'une node. Parce qu'on avait NodePort. Or, je vous apprends peut-être que Kubernetes, il y a des versions de Kube qui tournent sans node. C'est du Kubernetes self-manage, vraiment en mode full géré par le cloud provider généralement. Donc, voir un détail d'implémentation de Kube dans l'API, c'était pas top. Là, vous n'avez plus de détail d'implémentation. L'ingress, le service et vos pods. Et c'est vraiment l'idée de Kubernetes. Absoudre l'infrastructure avec des API standards haut niveau et derrière, ça va faire quelque chose pour vous. Mais le problème de cet ingress, c'est que déjà, il est HTTP first. Alors, on le voit dans l'API, on parle d'HTTP. On a un keyword HTTP directement dans l'API. On a des notions de pass, ça encore une fois, c'est du HTTP, avec des choses comme pass API préfixe, donc tout ce qui commence par /API, ce qui est exactement /info, ou ce qui est démerde-toi, j'ai une regex, je ne sais pas comment tu vas la parser, quel moteur de regex tu vas parser avec une implementation spécifique. Ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire que l'une des premières choses de la spec, c'est de vous dire, il n'y a pas de spec, ça dépend de qui le fait. Et ça posait énormément de problèmes. Mais en plus d'être HTTP first, le problème c'est que c'est HTTP only. C'est-à-dire que je fais du gRPC, qui est un très bon protocole pour de la performance. gRPC est basé sur HTTP, mais encore une fois c'est un détail d'implémentation. Et vu que l'API elle ne sait faire que de l'HTTP, on se retrouve avec ceci.
quelque chose où on est obligé d'écrire les détails d'implémentation du gRPC dans des trucs qui font du HTTP. C'est l'horreur. Et en plus, les contrôleurs d'ingress, eux, ils croient que c'est du HTTP. Or, le gRPC, c'est du HTTP 2. En clair ou non, mais donc c'est des contraintes et des fonctionnements différents avec des requêtes qui peuvent durer très longtemps entre le client et le serveur. Donc ça marche pas. Faire passer du gRPC en tant qu'HTTP, c'est toujours été le bordel. Et même son évolution est problématique, parce qu'il ne permet pas de changer dans son API, il y a plein d'erreurs qui ont été faites. Une toute bête, host, il n'y a qu'un host. Je ne sais pas vous, mais des fois, moi, j'ai déployé des applications qui avaient 2 noms sur le réseau. Quand il y avait une migration, ils prenaient l'ancien nom et ils prenaient le nouveau. Et bien là, vous vous retrouvez avec un seul host. Donc, si vous voulez toutes les rules de routing, là, vous êtes obligé de faire un copier-coller pour les mettre pour un autre host. C'est un peu chiant quand même. De la même manière, puisque c'est extrêmement figé, dès qu'on a besoin de stipuler quelque chose qui n'est pas dans la spec, on se retrouve à utiliser le wildcard qui va bien, des annotations, l'horreur de Cube. Là, vous avez un booléen dans une string, dans du YAML. On n'aime pas trop. On peut avoir du JSON dans une string, dans du YAML. Toujours pas. Hein. Et alors là, la cata. Nginx Ingress, hein. D'ailleurs ce projet n'est même plus maintenu, si vous en avez en prod, faites gaffe, vous êtes dans la merde. Techniquement, vous avez du Lua, donc une string, du Lua interprété dans un JSON, et le pire, c'est que cette partie-là contredit ce qu'il y a écrit ici. Ça ne sert à rien de faire ça en fait. C'est juste pour se dire ouais j'ai utilisé l'ingress, mais ça ne sert à rien. Et en termes opérationnels, c'est juste une galère à manager. Et en plus de tout ça, le système n'a pas été pensé pour être secure par design. Quand je dis secure, c'est que vous êtes une équipe de dev. Vous déployez dans un namespace votre application. Il y a une personne qui va gérer tout ça. Ok. Elle va voir les crédentiels. Elle veut voir les credentials de l'application. Ok, c'est nécessaire pour pouvoir faire du debug en prod, imaginons. Et le problème, c'est que l'ingress ne peut référencer que les secrets qui vont se trouver dans le même namespace. Donc votre secret que la banque, par exemple, dans laquelle vous travaillez, expose son secret de niveau 3 qu'elle a payé des dizaines de milliers d'euros, elle est obligée de le mettre à disposition au même niveau que les secrets de connexion à la database ou d'une clé de transfert de données entre 2 services internes de la boîte. Pas le même niveau de sécurité et pourtant la même logique de blocage en termes de airbag au niveau de Cube. En fait, c'est possible de le gérer, mais ça devient extrêmement compliqué parce que ça n'a pas été pensé pour, encore une fois. Et alors j'en passe, hein, parce qu'il y a des endroits où ils ont pensé à mettre host dans un array et d'autres non. Donc là, on l'a. Cool, mais pourquoi là et pas de l'autre côté? On n'a juste pas fait évoluer la spec. Et dernier point qui est problématique, Kubernetes ne fournit pas d'implémentation de l'ingress. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent que Nginx Ingress est là l'implémentation par défaut, vous vous trompez et vous faites une grave erreur. Et ça a posé beaucoup de tort à Cube et à l'ingress spécifiquement. Mais ça veut donc dire que s'il n'y a pas d'ingress dans Cube, mais que l'API de l'ingress est dans Cube, quand vous updatez Cube et que vous n'updatez pas l'ingress, vous pouvez avoir un désalignement entre les versions. Donc ça veut dire que potentiellement, vous ne pouvez pas mettre à jour Cube parce que votre ingress ne supporte pas cette mise à jour. Vous vous rendez compte? On a potentiellement des problèmes de prod et dans l'autre sens aussi. Hein. Vous ne pouvez pas mettre à jour l'ingress si Cube n'est pas à jour. Donc vous avez un deadlock entre les deux qui peut être fatal pour votre prod. Et ça peut faire très mal. Donc, comme dans tout monde, quand un problème arrive, on décide de forker. C'est ce qu'ont fait beaucoup de personnes dans le monde Cube. Ils se sont dit, ça ne marche pas, on va le faire nous-mêmes. Donc, il y a des ingress alternatifs qui sont apparus. Et quand je dis alternatif, c'est vraiment alternatif. Ce n'est plus les objets ingress qu'ils vont utiliser. Il y a l'ingress de Emissary, Voyager, Contour, très bon projet, Contour, qui vont utiliser et mettre à disposition un YAML alternatif. Ce n'est plus l'ingress de Cube, c'est autre chose, avec d'autres keywords, d'autres API, un autre kind et API version, mais c'est un autre objet. D'autres ont voulu faire plus que ça, c'est ce qu'on appelle les API Gateway, à ne pas confondre avec le thème de la presse, qui eux vont, comme Kong, API 6, Traffic, vont faire même plus que simplement du routage et du reverse proxy. Ils vont par exemple faire du rate limiting, du paper call ou ce genre de choses. Donc vraiment des features en plus par-dessus le routage réseau. Avec, encore une fois, leur YAML spécifique pour faire le management de tout ça. Donc là, c'est sur du trafic, on a une API qui leur est propre. Et pour finir, dans le monde Cube, depuis des années, on a
de la gestion réseau à tous les niveaux, que ce soit pour le nord-sud, donc de l'extérieur vers l'intérieur, mais aussi pour le est-ouest, avec les services mesh. Cilium, Nginx Service Mesh, Traffic Mesh, mais le plus connu c'est Istio, qui est quasiment là depuis le début, et qui ont fourni leur YAML spécifique pour le trafic interne-externe et interne-interne. Donc là, on le voit dans Istio avec un élément spécifique. Et retenez bien cette API, vous allez voir qu'elle a amené des idées pour d'autres. Mais bon, tout ça, ça amène un énorme problème. Un énorme problème qui est cette cardinalité de trucs à supporter. Puisque l'aspect de l'ingress n'est pas extrêmement précise. On se retrouve avec une gestion des cas particuliers sur du réseau qui est quand même un cas complexe, laissé au choix de toutes les implémentations, et c'est le bordel. C'est le bordel en tant que dev. Vous êtes dev, vous êtes en local, vous voulez tester quelque chose, et bien peut-être que ce quelque chose ne va pas fonctionner de la même manière en local qu'elle va tourner dans la prod. Donc vous êtes quasiment obligé de faire de l'identique à la prod pour tester votre dev. C'est pas top et ça coûte cher. En termes de production de produits, c'est mon cas. J'édite un produit, je veux le mettre à disposition de personnes, ben j'ai besoin de supporter tout ça. C'est un enfer. Le nombre de testing et de cardinalité qu'on est obligé de gérer, c'est juste hyper relou parce que ça ne marche pas dans la majorité des cas, vraiment. Et dernier point, vous êtes Ops. Vous avez choisi Kubernetes pour ne pas avoir de vendor locking sur la manière de tourner vos workloads. Ben vous vous dites que c'est bon, on a gagné, on n'a plus de cloud provider, on fait du kube. Ouais, mais en fait, tu fais du kube avec l'ingress provider de ton provider. Donc, potentiellement, migrer vers un autre cloud provider va être problématique parce que ça ne va plus marcher pareil. Et donc, on est revenu sur du vendor locking d'origine. Donc, Kubernetes a 12 ans, il y a 8 ans, a démarré un projet qui a eu vocation d'apprendre de tout ça, de toutes ces initiatives, et de créer quelque chose d'alternatif. On ne va pas faire évoluer l'ingress, ça n'a pas marché, on va faire autre chose, et cette autre chose, c'est la Gateway API. La Gateway API, pas la même erreur qu'avec l'ingress Nginx, ce n'est qu'une spécification, une très grosse spécification avec tous les détails à l'intérieur, mais ce n'est qu'une spec. C'est une spec qui a vocation à dire comment les choses vont fonctionner, doivent fonctionner dans le monde cube pour du réseau. Mais si on regarde, avant tout, elle est basée sur plusieurs concepts, cette spec. Et c'est ça qui est super intéressant avec elle, ils ont pris le problème à l'envers. La spec, elle est basée sur 4 concepts. Le premier, c'est d'être orienté par rôle. C'est-à-dire que quand vous déployez quelque chose dans un cluster, plusieurs personnes et plusieurs rôles vont être en charge de certaines choses. Il y a le provider d'infrastructure, celui qui va être votre cloud provider généralement et vous fournir des trucs sur étagère, ou celui, si vous gérez on-prem, va raquer les trucs dans la baie réseau et coller les câbles RJ45 au cul des machines. Lui, il gère tout ça. Donc c'est une personne qui est importante dans le cycle de déploiement de votre application. Le cluster operator, c'est celui qui va vous mettre à disposition un cluster, qui va le setuper comme il faut, pour que vous puissiez avoir du quasiment namespace as a service. Cette personne est extrêmement importante et elle est dans le flux de livraison de votre application. On l'appelle, je n'aime pas ce keyword, platform engineer généralement, puisque sa responsabilité s'étend un peu. Et le dernier rôle, c'est l'un des rôles les plus importants, certains d'entre vous certainement ici, c'est le développeur. Le dev est partie prenante. Ce n'est pas parce que l'ingress et Cube, c'est la jungle de la prod que vous n'avez pas, en tant que dev, à en faire partie. C'est-à-dire que vous allez devoir apprendre, comprendre, parce que vous savez une chose que les autres ne savent pas, c'est comment votre application, elle tourne et comment elle doit être exposée sur Internet. Et donc, grâce à ça, vous allez être capable de pousser les informations pour dire, OK, c'est ça qu'on doit faire en prod. C'est ce port et ce endpoint qui doit être exposé de telle manière pour faire telle chose. Deuxième concept, être portable. Je l'ai dit à de maintes reprises, avec l'ingress, ça ne marchait pas. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une spec qui soit vraiment un guide pour tout le monde. Un guide pour ceux qui implémentent la Gateway API, donc qui va permettre de dire, OK, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner et pas autrement. Il n'y a pas de zone de flou. Et aussi pour ceux qui l'utilisent. Vous allez pouvoir voir et savoir comment doit réagir quelque chose en fonction du réseau. Et donc, derrière, vous allez savoir que si ça tourne ici, ça tournera ailleurs. Donc c'est fini ces trucs implementation spécifiques ou des annotations barbares. Tout ça, ça disparaît dans tous les cas. Et le but, c'est d'avoir une solution unique avec un label de validation qui vous dit « Ok,
ce truc-là, il fonctionne comme ça en fonction de la version de la spec. J'ai la spec 1.4, je dois m'attendre à ce fonctionnement-là, ces objets-là, et ça marche ici ou ailleurs du moment qu'on est conforme à une spec. Et ça, c'est super pratique. Troisième point, le fait d'être extensible. Alors j'en ai parlé tout à l'heure avec la spec de l'ingress qui était comprise dans Cube, et bien là, ils ont fait le choix inverse. La Gateway API n'est pas dans l'API de Cube. Vous avez un Cube demain que vous déployez, vous n'aurez pas la Gateway API dedans. Mais c'est un énorme avantage. Ça veut dire que le vieux Kubernetes cluster OpenShift qui tourne, que personne ne maintient en 1.24, c'est à 12 versions de Cube, hein, c'est assez vieux. Et ben vous pouvez y installer la Gateway API dessus. Parce que ce n'est pas dans le cœur de Cube. Vous pouvez l'installer à part. Ça supporte de la 1.24 à bien sûr la 1.36 et plus de ce qui va arriver dans Cube. Donc c'est disponible quasiment partout. Mais qui dit installation a posteriori de la création du cluster, bah dit que vous pouvez installer peut-être une version un peu différente. On a plusieurs channels standards, que moi j'ai tendance à appeler stable, vous le verrez et vous le comprendrez certainement, hein. C'est des objets qui ont maturé, dont on est certain de l'API, qui ne changeront pas demain et qui sont stables. Vous faites un kubectl apply -k, vous avez les CRD qui se trouvent dans le repo GitHub officiel de la Gateway API, 1.5.1 pour la dernière version, et boum, vous avez les objets stables qui sont installés, les gateway class, gateway, HTTP route, gRPC route et le reference grant. Mais si vous avez envie de tester des choses qui ne sont pas encore stables, mais qui peuvent répondre à un besoin métier que vous avez, eh ben, potentiellement, vous pouvez faire la même install, et là, vous allez avoir plus de choses. Et en fait, pourquoi faire ça? Parce que, imaginez, vous avez besoin d'exposer de l'UDP, un serveur WireGuard ou n'importe quoi dans Cube. Eh ben, l'idée, c'est, est-ce que je vais choisir les objets close source entre guillemets, ou en tout cas pas standard, de mon gateway controller, ou est-ce que je vais prendre celui de la spec qui va peut-être évoluer demain, mais l'avantage c'est que demain je serai cohérent avec la spec, voire même je pourrais remonter au projet de la spec, que là, ou au projet de mon gateway controller, que là il y a peut-être un petit comportement inattendu et donc l'utiliser pour faire améliorer la spec. Donc moi je vous recommande vraiment de faire ça parce que derrière vous allez être beaucoup plus proche de la spec officielle quand elle sera stable. Donc, c'est un avantage pour toute la communauté. Et cette extensibilité, elle ne joue pas que au moment de l'install, mais aussi à l'usage. Alors là, sans vous détailler l'objet, ça ressemble à un ingress, hein, ce truc. Hein. On voit comme tout à l'heure, on pointe vers un truc qui est un service ici. Ouais, ben c'est pas un service en fait. Il n'y a pas le mot-clé service. En fait, c'est parce que je l'ai caché. Le service est implicite. V1, service. Donc ça peut être un service, mais ça peut être autre chose. En fait, ça peut être un objet. Aujourd'hui, un service import, c'est un service multi-cluster dans Kubernetes. Mais ça, c'est un objet qui peut-être n'existe même pas aujourd'hui quand la spec est créée. À partir du moment où vous créez un objet ici qui remplit l'interface, la spécification de ce qu'une HTTP route doit targeter, eh ben, vous allez être compatible. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter des choses dans l'API qui n'existaient même pas au moment où on a écrit cette API. Et ça, c'est génial. Et dernier point, je l'ai dit tout à l'heure, Kubernetes c'est un langage déclaratif. Donc c'est un langage qu'on veut expressif. On veut parler des bonnes choses, on veut dire les choses comme il faut. Donc on va arrêter de nommer les choses de manière extrêmement générique, ingress par exemple, et on va parler de HTTP route, gRPC route, TCP route, UDP route, peu importe. L'élément, c'est l'idée de parler le même langage. Vous imaginez celui qui gère le réseau dans votre boîte, celui qui gère le cluster et celui qui est le développeur, ils avaient un objet, il s'appelait ingress. Il n'y en a aucun qui le traitait de la même manière. Il y en a un, ça voulait juste dire un port ouvert sur du réseau, quand l'autre, ça voulait dire du /foo/bar sur un pass HTTP. Donc clairement, on ne parlait pas au même niveau et là, il y a un moyen, c'est qu'on aura des ressources qui vont être nommées correctement. Ok, mais si on descend maintenant un peu dans ces CRD, dans ces éléments de Cube, pour voir comment ils sont faits. Donc, le premier objet, c'est la Gateway Class. Cette Gateway Class, c'est un objet alors là, qui, tout d'abord, je le rappelle, est géré par les providers d'infrastructure, c'est eux qui vont le créer, et spoiler, ils ne vont pas avoir beaucoup de taf à faire. Hein. J'ai mis l'intégralité de la spec sur ce slide et j'ai écrit gros. L'idée, c'est de dire une description, même pas obligatoire, qui contrôle cette gateway class et une ref vers un objet de configuration qui peut être spécifique ou qui peut être un config map, un secret ou n'importe quoi, ou une string, on s'en fout. Donc l'idée,
C'est que ça dans cette partie-là. Parce qu'en fait, la Gateway Class n'a jamais voulu rationaliser et uniformiser les API de configuration des éléments réseau dans les racks des data centers. Que ce soit du HP, du Dell, du Cisco, du MikroTik, du Unify ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour ça. On est là pour faciliter la vie d'un autre pan de l'industrie dans Cube. Donc cette partie-là, ils l'ont gardée simple volontairement. Comme tout élément qui sont des classes dans Kubernetes, les classes vont être juste des descripteurs qui vont être utilisés par d'autres objets qui vont dire « je suis de cette instance ». Donc là, on les a sur beaucoup d'objets dans le moteur de Kubernetes déjà, mais on va l'avoir de la même manière avec une gateway qui va être une instance d'une gateway class. Et ça, c'est pas différent. Donc une gateway class, c'est quelque chose d'inerte. On peut la créer, elle ne fait rien tant qu'on ne l'instancie pas. Quand vous faites du cloud, sur GKE par exemple, vous avez sur étagère toutes les gateway classes qui sont fournies et c'est à vous de dire « Ok, moi je veux faire un truc qui soit multi-cluster de niveau 7 ou je veux de l'internal de niveau 4 » et vous avez tout ça fourni, vous n'avez même pas à les écrire vous-même, rien, c'est fourni par le cloud provider et ça, c'est génial. Mais bon, une gateway class, ça ne peut pas vivre sans une gateway. Donc une gateway, c'est une instantiation de cette gateway class. Donc ça, c'est le owner, celui à qui ça appartient, c'est le cluster operator. Donc c'est celui qui va setuper le cluster, il va vous fournir une gateway class. Et cette gateway class ici, elle implémente la gateway class name de LB7 internal, ok. Et pour la première fois en 25 minutes de ce talk, on va enfin voir l'exposition d'un port sur une gateway avec une notion de listeners. Avec les éléments standards, on est sur le port 80, on fait du HTTP techniquement, c'est une énume ce truc-là, vous ne pouvez plus vous planter. Il n'y aura pas de typo à cet endroit-là, Cube le refusera, c'est un peu mieux qu'avant. Avec des hostnames, avec des wildcards autorisés, ça fait plaisir aussi. Et dans Cube, on nomme tout, donc le name là, HTTP, c'est pour avoir un objet nommé, comme d'habitude. Mais on ne fait plus d'HTTP aujourd'hui, on fait du HTTPS obligatoirement. Donc, vous faites de la terminaison TLS directement au niveau de la gateway et vous êtes sur le port 443. Le protocole est en HTTPS majuscule. C'est une énume encore une fois. Mais ça, c'était l'ingress. On peut faire un peu plus que ce que faisait l'ingress. On va pouvoir utiliser par exemple des load balancers de niveau 4 et dire mon listener, il fait du TCP sur le port 5432. Je l'ai nommé Postgres parce que je pense que ça va faire du Postgres. Mais techniquement, là, il n'y a que l'exposition. J'ai ouvert un port sur le réseau. Je n'ai pas dit vers quoi ça doit router. J'ai juste dit ouvre ce port, rien d'autre. Ce que ne pouvait pas faire l'ingress au passage avant. Et là, le plus gros de la présentation, forcément, c'est comment on va router les choses entre cette gateway et notre application. Et ça va être avec les routes. Et la première route spécifiée, c'est la HTTP route. Je réinsiste là-dessus, on est déclaratif, on nomme correctement les choses, c'est HTTP route. Cet élément-là, ça permet de dire qu'on fait du HTTP. Donc là, on va se mettre dans le mindset, on ne fait que du HTTP sur cet objet. Parentref, c'est fou comme 3 lignes peuvent contenir autant de concepts. Parentref, c'est l'idée de sur quoi cette HTTP route va s'accrocher. Elle va s'accrocher sur une gateway, donc la gateway qui expose un port. Donc là, ça me permet de dire que je vais m'accrocher sur l'internal HTTPS. Ok, donc parentref, c'est le lien entre les deux. On pourrait se dire, pourquoi j'ai besoin de stipuler que c'est une gateway, sachant que c'est le seul objet qui existe? Ça, encore une fois, c'est pour l'extensibilité. Demain, peut-être qu'il y aura un autre objet Kubernetes qui sera une alternative à la gateway et qui pourra le faire dans la partie Gateway API. Et spoiler, ça existe déjà. Alors pas dans le monde de la Gateway API, mais en fait dans le monde des services mesh, ils se sont dit, mais en fait ça, c'est des objets que tout le monde va utiliser dans quelques années. Pourquoi on n'utilise pas ça pour configurer Istio ou Linkerd? Et donc là, au lieu de mettre Gateway, vous pourriez mettre service et dire que le trafic qui part d'un service vers un autre va suivre les règles de routage que je vais mettre derrière. Donc on pourrait écrire service. Ça ne fait pas partie de la Gateway API, c'était une parenthèse, mais ça montre que cette API, elle est extensible pour elle-même l'avenir, mais aussi pour d'autres qui voudraient l'utiliser à d'autres fins. Et ça, c'est génial. Et ensuite, j'ai oublié, il y a un tout petit truc en plus. Il y a un tiret là. C'est-à-dire que c'est une liste. Ça veut dire que si vous exposez un réseau d'entreprise et un réseau Internet, la même application peut être configurée pour recevoir le trafic des deux à la fois avec des règles de routage communes. On ne duplique plus les ingresses. Et ça, encore une fois, c'est top.
On va utiliser les hostnames et cette fois-ci on n'a pas fait d'erreur, on a mis une liste. Ce hostname va d'ailleurs automatiquement matcher la gateway en fonction du wildcard que vous avez mis côté gateway, donc c'est super pratique. Et ensuite, des règles de routage réseau. HTTP. Là, j'ai été feignant. Hein. Sur slash, tu retournes tout vers le pod info en 98-98. Et cet objet-là, c'est la responsabilité des devs. C'est les devs qui connaissent cet objet, c'est les devs qui savent quoi exposer sur quel port. Donc c'est eux qui vont mettre à disposition ces éléments pour les ops potentiellement. Une autre route, les gRPC routes. Alors gRPC, on change de monde, c'est plus du HTTP. Alors techniquement c'en est, mais on le cache. Mais on parle un autre langage. Donc, on a toujours le parent-ref, ça ne change pas, et vu qu'on est au-dessus d'HTTP, on garde la notion de hostname. Il n'y a rien de surprenant. Mais par contre, plus de verbe HTTP, plus de pass. Ici, on parle de méthode et de service. Si vous ne le savez pas, gRPC, en fait, c'est que du post en termes de verbe. Mais derrière, il y a des choses comme des méthodes et des services. Et bien là, vous allez pouvoir les exposer directement en les nommant comme elles existent dans votre système gRPC. Et ça, derrière, vous le routez vers le bon backend ref qui va bien sur son port à lui, 99.99, qui est celui qui fait du gRPC. Et ça, encore une fois, c'est la responsabilité des devs. Mais c'est même encore plus leur responsabilité pour une seule raison. Quand vous choisissez gRPC, c'est pour la facilité d'usage. Vous avez un fichier protobuf qui décrit votre système, déclaratif, c'est top. Et derrière de ça, vous allez pouvoir implémenter ou dériver un client gRPC, un serveur gRPC et les règles de routage gRPC. Donc en fait, vous ne les écrivez pas. C'est votre outillage qui va le faire pour vous, comme il le fait déjà pour la majorité des choses dans le monde gRPC. Donc ça, c'est le top quand on est dev. Dans la partie expérimentale, on a d'autres objets intéressants. Par exemple, TCP route, UDP route. Ils se tournent au niveau 4 de la stack réseau. Donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus simples en termes d'API, où on va juste avoir tout ça. Donc la gateway sur laquelle je m'accroche, mais cette fois-ci, il faut que je stipule un nom parce que je ne peux plus matcher par hostname, et vers quoi je route le trafic. Donc là, c'est la suite de mon backend ref de ma gateway Postgres, où là, je route vers le pod qui est derrière les services de name PostgreSQL. Et vous pouvez faire ça avec du TCP et de l'UDP. Vous nommez les choses comme vous voulez. Si vous êtes assez fou pour faire du DNS dans Kubernetes, c'est très compliqué. Vous pouvez le faire avec de l'UDP, encore une fois. Donc, si je résume ces concepts et ces objets, on a des développeurs qui écrivent des routes, qui s'accrochent sur des gateways, maintenus par des cluster operators, qui, ces gateways, sont elles-mêmes juste des instantiations de choses décrites par les providers d'infrastructures. Si je résume la Gateway API, ce n'est pas un problème technique qu'on a réglé, c'est un problème organisationnel. L'ingress au travers, et l'ingress class à moindre mesure, essayez de régler ça avec un seul objet cube. Là, ces personnes, elles ne travaillent pas en même temps. Quand on met en place la stack réseau au cul des serveurs, on met le cluster en place ou on développe l'application, ce n'est pas le même cycle de vie. Donc techniquement, travailler sur le même objet, tous en même temps, avec des règles de sécurité et des cycles de vie différents, ce n'était pas possible. Donc ça, on a scindé ces objets, on a créé une API plus fournie pour pouvoir suivre ce workflow d'exécution. Et ça a vraiment changé la chose. Ok, bon maintenant, comment on va les utiliser dans la vraie vie? Je veux déployer mon app, comment je fais? Soit vous choisissez de faire le mode ingress à l'ancienne, vous êtes une petite startup, vous gérez tout de A à Z, ok, vous déployez la gateway, son secret, le HTTP route, le service à l'intérieur, vous pourriez utiliser un ingress à la place, ce serait pareil, vous avez tout au même endroit. Ça, il n'y a pas trop de surprises, vous avez vos objets qui sont dans leur namespace, qui se référencent les uns les autres, ça marche out of the box, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, la Gateway API, elle a cassé un concept très connu de Kubernetes, qui est le concept des namespaces. Quand je dis casser, c'est abusé. C'est plus, elle outrepasse la notion des namespaces. Parce que une HTTP route ou n'importe quelle route peut référencer une gateway qui se trouve dans un autre namespace.
Et ça, c'est super pratique parce que vous allez avoir des namespaces qui vont avoir les certificats qui vont faire la terminaison SSL, mais vous, en termes de dev ou d'opérateur en charge d'une application, vous n'avez pas besoin de le voir, ce certificat. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est OK, le réseau il est géré par quelqu'un d'autre, y compris la terminaison TLS. Et votre vie, vous la faites dans votre namespace. Donc c'est la première fois qu'on a quelque chose qui permet de communiquer comme ça, hormis les airbags bien sûr, mais de communiquer multi-namespace. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sur la partie gateway, on a des attributs qui permettent de dire qui peut s'accrocher sur cette gateway. Alors là, j'ai été en mode YOLO, encore une fois. L'idée, c'est de dire, OK, tous les objets, toutes les routes du namespace qui contient les labels A et B vont pouvoir s'enregistrer sur cette gateway. Donc par exemple, sur le namespace internal ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est super pratique. Mais en fait, cette scission et cette logique au-delà des namespaces, elle va même beaucoup plus loin. On peut référencer des choses en dehors pour le routing, s'attacher, mais aussi même pour le routing downstream, pour router vers des services. Ça veut dire que vous êtes dans le même namespace, OK, je vais être vers mon pod A, mais je peux aller même router vers un service qui se trouve dans un autre namespace. Ça, c'était pas possible avec l'Ingress. On se retrouvait à avoir des applis qui soit étaient toutes dans le même namespace parce qu'on voulait partager le même domaine, et ce qui peut être pratique dans les cas d'authentification ou de CSRF et pour de la sécurisation. Ou alors on avait des applis qui chacune était dans leur namespace, avait un domain name différent et donc on était obligé de jongler avec des problèmes de sécurité. Ça c'est fini. On a des objets qui vont pouvoir référencer le routing au-delà de leur propre namespace. Et c'est vraiment un game changer là-dedans. Là, ce qui va se passer, c'est que imaginez ce service à ma gauche, votre gauche aussi, ce service-là, il n'a pas été fait pour être exposé sur Internet. On peut créer une faille de sécurité grâce à ça. Donc le dernier objet standard de la spec, c'est le reference grant, qui est une sorte de opt-in pour dire « Ok, je veux bien que ce service soit utilisé par une route qui se trouve dans un autre namespace. » C'est ce qu'on a vu avec la gateway tout à l'heure, mais vu que la gateway, on vient de la spécifier, on l'a mis dans l'objet, on n'allait pas changer l'objet service pour autant. Donc là, on a un énième objet Kubernetes pour faire ça. C'est un petit change, mais c'est pas grave. Mais donc au final, c'est quoi le meilleur pattern pour déployer les namespaces? En fait, il n'y en a pas de meilleur pattern. Il y a le pattern que vous allez utiliser, qui match votre organisation. La Gateway API ne vous force pas à utiliser un pattern. C'est à vous de décider. Si vous êtes une petite boîte et que vous faites tout, mettez tout dans le même namespace, ça marchera très bien. Si vous êtes une plus grosse boîte avec des équipes et des responsabilités séparées, splittez tout. Moi, ce que je vois généralement, c'est des gateways gérés par plusieurs équipes réseau, chacune son réseau, chacune son namespace et ses gateways, et ensuite tout le monde vient s'accrocher dessus au bon vouloir des annotations, des hollows sur les gateways. Mais ça, c'est encore une fois de l'organisation interne, c'est à vous de la décider. Et comment maintenant on va les distribuer, ces attributs, ces nouveaux objets? De manière pas très compliquée. Si vous avez de la chance, et je vous le recommande de faire du kube standard, vous utilisez kubectl-k avec Kustomize, vous fournissez en termes de dev juste les manifestes qui contiennent le strict minimum, donc pas de parent-ref, pas de hostname, et derrière, celui qui va les consommer va les prendre au niveau comme un component et dire ok, ces trucs-là, tu me les importes et tu vas patcher les objets avec cet élément-là. Pur déclaratif, c'est du customize et du kubectl standard. Je vous le recommande encore une fois. Moi, malheureusement, je fais du kube avec du Helm, donc vous êtes obligé de tout recoder. C'est une horreur, ce langage. C'est enregistré, coucou. Et donc, vous recodez tout ça et vous êtes obligé. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est d'accord sur comment exposer au niveau d'un values YAML les bonnes manières de faire pour partager des routes. Donc, on réinvente tous la roue actuellement. C'est un gros bordel. Mais voilà, c'est un peu chiant, mais on vit avec. Mais bon, là, on se retrouve dans un monde où on a des objets qui contrôlent le réseau et qui nous permettent de faire ce qu'on veut. Et si on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des choses beaucoup plus avancées avec ça. Parce qu'on a un item réseau au milieu qui est hyper puissant. Donc par exemple, avant, l'Ingress, il ne savait matcher que sur des passes. Alors on sait le faire sur les passes avec la gateway. On a de la passe préfixe aussi. Mais on peut le faire sur des verbes, seuls, ou avec d'autres attributs. On peut le faire sur des query param, c'est cool. Mais on peut le faire aussi sur des headers. Et header, ça veut dire qu'on peut avoir du canary deployment. Vous déployez votre V2, quelqu'un qui sait attaquer votre système avec un header qui va bien, on va le router où il faut, et ceux qui ne connaissent pas le header magique, ils vont partir sur la V1. Ça, c'est juste la vie quand vous faites des déploiements en prod. Mais si on sait faire ça,
Ben, c'est qu'on sait faire encore des choses plus avancées pour délivrer en prod de manière extrêmement fine et puissante. C'est-à-dire que le 101, hein, la redirection HTTP vers HTTPS. Déjà, là, vous voyez, de manière déclarative, je dis tout ce qui arrive en HTTP, tu le rediriges avec un status code vers du HTTPS. Petite note, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire du HTTP vers HTTPS automatique, parce que celui qui fait un curl et qui envoie ses crédentiels en curl et qui oublie de mettre HTTPS au début du nom de domaine, ces crédentiels ils sont arrivés jusqu'à vous, en clair, jusqu'à ce que vous lui disiez « Hey, redirige ». Et résultat, ça a fait leak tous les crédentiels. Donc généralement, vaut mieux ne même pas répondre parce que les crédentiels ne sont pas partis, la connexion elle ne s'est pas initiée. Donc ça, c'est un exemple, c'est possible, mais généralement, j'ai tendance à recommander de ne même pas exposer en HTTPS. Et pour finir, puisqu'on peut faire tout et n'importe quoi avec des requêtes, là j'ai fait n'importe quoi réellement, j'ai dit ok, les requêtes quand elles arrivent, tu me les routes vers ce truc-là, ici, podinfo 9898. Mais par contre, si elles sont en /foo, tu vas les réécrire, tu vas les envoyer sur un autre truc qui a un hostname différent, et ce que tu as matché, tu vas le remplacer en /bar. Donc on va faire la transformation que vous voyez en bas. Or, c'est totalement loufoque, mais ça vous permet, vous, quand vous avez une restructuration interne, que vous changez votre fonctionnement dans votre SI, eh ben de ne pas changer l'exposition réseau pour vos utilisateurs et de faire comme vous voulez à l'intérieur de votre réseau. Et ça, c'est top. Mais ça, encore une fois, on est sur une seule requête qui passe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la requête? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec ces requêtes? Ben, par exemple, on peut faire le Graal de tous ceux qui livrent en prod, du traffic mirroring. Ça veut dire que vous allez déployer V1, vous avez votre app qui tourne, nickel, elle tourne, elle a sa prod et tout. Vous avez V2. V2, vous la bouchonnez un peu peut-être parce que votre système n'est pas prêt pour faire du multiversion en prod, mais vous avez V2, et en fait, vous allez prendre le trafic qui arrive et le mirrorer sur V2. Ce qui fait que oui, les requêtes vont être dupliquées dans votre réseau, vous allez prendre plus de charge. Mais par contre, vos utilisateurs, eux, ils vont taper V1, ils ne se rendront compte de rien, mais vous, vous allez tester votre nouvelle prod, V2, avec le trafic de prod. Et si ça marche avec le trafic de prod, ça marche. Ce n'est pas une dev ou une pré-prod où il y a 3 personnes qui jouent dessus. Là, vous testez en prod. Et si votre système il fail avec ça, vous pouvez revenir et vous êtes tranquille et vous n'avez même pas cassé votre prod. Parce que les utilisateurs, eux, ils ont tapé V1, hein, ils ne s'en rendent même pas compte. Et de la même manière, on peut faire du traffic splitting, où là, on va dire, hey, j'envoie 10% sur la V2 et 90% sur la V1. Si les 10% sur la V2 marchent, ok, on augmente. Mais s'ils ne marchent pas, je roll back. Résultat, j'ai pété 10% de mon trafic, j'ai pas pété 100% et plus le temps d'attente pour le rollback de la prod. Donc avec ça et une appli compatible bien sûr derrière, vous avez encore une fois le Graal pour délivrer en prod sans mot de tête. C'est vraiment, et ça je l'ai vécu, c'est juste la vie. Sans passer, après on se sent vraiment à poil. Ok, mais maintenant comment on fait ? Comment on fait pour démarrer avec la gateway? Je veux y aller. L'API, elle me plaît, je veux démarrer. Eh bien, il va falloir sélectionner une gateway. Pour ça, ce n'est pas compliqué. Il y a le site de la Gateway API qui est disponible et vous avez la liste de toutes les implémentations qui existent. Généralement, je vous recommande de prendre ceux qui sont conformes. Il y en a une liste en haut, c'est ceux qui sont verts. Ils ont des tests de conformité et surtout, ils ont un badge qui disent « Je suis conforme à partir de cette version ». Mais ne croyez pas que le badge. Ils fournissent des tests pour reproduire la conformité. Sans ça, ils ne peuvent pas afficher le badge. Donc, vous avez quelque chose qui vous permet, dans votre cas, de même rejouer, de remonter des erreurs quand des tests ont été faits bien ou mal. Et, je vais faire un troll même si c'est filmé, vous voyez, il y a plein d'implémentations custom et j'ai mis en gras les cloud providers. Et on voit ceux qui s'en foutent du vendor locking et qui sont vers jour 1 de la spec 1.5 et ceux qui ont moins envie que vous alliez pouvoir jouer ailleurs avec des gateway controllers qui ne sont pas très compatibles. Et je travaille avec eux, hein, avec ceux qui sont en bas en jaune et en rouge. Les efforts mis là-dessus sont très faibles et on me dit que c'est les layoffs, mais généralement c'est juste un manque d'investissement sur cette partie-là. Donc choisissez consciencieusement votre gateway API. Et chez des cloud providers, vous avez même une case à cocher. C'est-à-dire que vous n'avez rien à créer, et cette case à cocher sera certainement bientôt officiellement on par défaut, parce que pourquoi pas, hein, et vous aurez la Gateway API sur étagère. Si vous faites de l'ingress et que vous voulez migrer, ben vous pouvez utiliser des objets, un outil, Ingress to Gateway, qui va prendre les objets d'avant et les transformer en Gateway API. Les mettez pas en prod de suite, hein, relisez-les.
Mais l'avantage, c'est que ça fait la conversion pour vous. Et ça peut même faire un truc top. Vous voyez ce logo OpenAPI? Si vous exposez de l'OpenAPI et le générez, eh ben lui, il va pouvoir le lire et créer vos routes automatiquement pour vous. Donc en fait, encore une fois, comme dans le monde gRPC, une seule source de vérité, vous êtes tranquille, vous exposez votre app. Et à quoi va ressembler le monde avec la Gateway API? Vous allez avoir des ingress, vous allez avoir des ingress alternatifs peut-être que vous utilisez, et la Gateway API. Parce que ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Vous avez des produits qui savent gérer les trois. Contour, par exemple, c'est faire les trois à la fois. Pourquoi pas? Et derrière, vous allez migrer les deux premiers vers le troisième pour être de plus en plus standard et vous prendre moins la tête avec des détails d'implémentation. Et ça, c'est parce que l'ingress ne disparaîtra pas. Certes, l'ingress a des problèmes de sécurité quand on l'utilise mal ou des problèmes de design, mais ce n'est pas un gros problème en soi. Donc, on ne va pas le déprécier et le retirer. Il restera, il sera juste là pour le 101 quand vous faites un petit truc en local, mais dès que vous voulez faire un truc sérieux, vous utiliserez la Gateway API. Donc, ça va rester et ça va pourrir dans son coin. Et la Gateway API, pour vous rassurer, je suis en conf, ici, généralement on parle de sujet hype, ça a 3 ans. Le projet a démarré il y a 8 ans, Cube a 12 ans. Vous voyez que ce n'est pas un truc nouveau, c'est le présent. On l'utilise dès aujourd'hui. J'aurais tendance à vous le dire quasiment par défaut, hormis si vous voulez prendre un petit peu de dette technique avec l'ingress. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir aujourd'hui faire les choses mieux. Mais il y a aussi énormément d'évolutions qui arrivent sur l'API de la Gateway API, contrairement à l'ingress, où on va pouvoir étendre les fonctionnalités de la Gateway API pour faire des choses comme l'authentification directement au niveau de la Gateway API. Les tokens JWT vont pouvoir être résolus, validés, et on va vous forwarder les headers d'authentification qui vont bien. Ou faire plein d'autres choses, la terminaison TLS bout en bout entre votre pod directement définie à ce niveau-là. C'est dans les tuyaux de la spec, c'est pas encore stable, mais ça va arriver, et c'est quelque chose qu'encore une fois, n'existait pas avec l'ingress et qui vous permettent de faire les choses encore mieux. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, c'était très dense. Je vous invite à utiliser la Gateway API, bien sûr, à me contacter si vous avez besoin pour qu'on discute de vos besoins. Je fais des feedbacks au projet de la Gateway API, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je discuterai avec certains d'entre vous si vous rencontrez des bugs dans ce domaine-là. Merci encore une fois. Réseaux sociaux, l'open feedback, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu aussi. Et si vous avez des questions, il y a encore 2 minutes. Merci. On a envoyé 3 minutes, donc on peut faire plusieurs questions, si certaines J'ai gagné 1 minute. personnes ont du temps. Bravo, bien vulgarisé. Ça me fait toujours mal d'entendre que le réseau c'est compliqué parce que je trouve ça facile. Mais pour un développeur, souvent c'est le cas. Je confirme. Comment est gérée et la capacité pour un développeur d'avoir une vision sur les ports disponibles? Et seconde question, pour des trafics spécifiques TCP ou UDP, est-ce qu'on a la facilité de... En fait, je m'interroge sur la capacité de proxification de l'outil, mais c'est pas très français. Et de prendre des grosses charges de réseau et de ne pas avoir des buffer overflow, des choses comme ça. Alors, pour la première question sur l'exposition des ports disponibles, c'est une discussion entre les personnes qui gèrent les gateways, les instances des gateways, et les personnes qui vont s'accrocher dessus. Donc là, bien décrire les objets. J'encourage toujours à laisser le cluster en read-only, pas sur les secrets bien sûr, pour que les personnes d'un namespace puissent aller read les objets des gateways des autres, avec les champs de description qui vont bien, pour comprendre à quoi servent ces objets et pourquoi essayer de s'accrocher dessus. Donc ça va vraiment être la partie gestion des ports entre ceux qui utilisent des routes et ceux qui veulent mettre à disposition des gateways. Pour la charge, elle dépend, encore une fois, quand la gateway, c'est qu'une spec. Derrière, il y a un truc qui va tourner. Trafic, ça peut être du Nginx avec la version AF5, du Istio va pouvoir faire de la gateway, n'importe quel produit en fait, voire même ceux des cloud providers. Donc en fait, la charge va dépendre de l'implément que tu vas choisir. Et si ton cloud provider fournit quelque chose qui sait encaisser la charge, comme celui de Google avec le load balancer officiel external, techniquement, tu peux encaisser une charge à Snapchat. Tu vas juste payer différemment, mais ça encaisse la charge. D'autres questions? N'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation. Et, merci à vous encore une fois. Et on a